Bonjour, bienvenue à notre podcast Asian Echo. Nous sommes Diego et Mona. merci d'être avec nous. Alors, dans cet épisode-là, on est avec notre invité Valérie Wong. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Valérie Viong. Mes parents sont d'origine vietnamienne. Ma mère, son père était de Pondichéry, qui est d'origine indienne, et sa mère était moitié chinoise, moitié vietnamienne. Et côté de mon père, ils étaient 100% vietnamiens. Donc moi, je suis né en France. Mes parents, ils sont arrivés en 1977. Et en avril 77, moi, je suis né 15 jours après. Et donc, dans ma famille, côté de ma mère, je suis la troisième génération de Français. Et côté de mon père, je suis la première génération de Français. En fait, du coup, lorsque tes parents ont quitté le Vietnam, est-ce que c'était dans un contexte de la guerre? Oui, oui, c'était quelques années après la guerre, après la fin de la guerre, c'était en 1977. C'était déjà la guerre avait déjà fini, mais on a eu de la chance, c'est que ma mère était de nationalité française grâce à son père qui était indien de Pondichéry. Il y a toute une histoire. Pondichéry, où à l'époque, les habitants de Pondichéry, ils pouvaient choisir entre soit être indien, soit être français. Et donc lui, il avait choisi, il était avocat, il avait choisi d'être français. Donc c'est grâce à la nationalité française de ma mère qu'on a pu venir en France en avion. Hmm. Quand vous êtes arrivé en France, du coup, là, tes parents connaissent, mais du coup, tu es né en France. Oui, je suis né 2 Oui. semaines après. Donc, à ce moment-là, ta famille, tes parents et toi, vous étiez bien accueillis. Oui, à l'époque, la France, ils avaient organisé toute un centre. Il y avait un centre à Sarcelles. Donc en fait, ils sont arrivés le premier jour, ils sont arrivés à Sarcelles et après ensuite, ils ont été réorientés, vers Troyes, dans l'Aube. Et là, on avait un appartement, c'était en fait, chaque ville de France accueillait. Il y avait une logistique, une vraie organisation pour accueillir, les Français qui revenaient, de l'Asie. Donc, entre tes parents, quelle langue ils parlent principalement? Eux, ils parlent vietnamien. Hmm. Du coup, toi aussi, tu as parlé vietnamien à la maison. Oui, oui, j'ai parlé vietnamien et en même temps, c'était un peu bizarre. C'est que les premières années, ils nous obligeaient à parler en vietnamien. Ils voulaient pas qu'on parle en français à la maison et quelques années après, ça switchait en disant: «Bon, bah, maintenant on parle plus vietnamien, il faut parler que français et il faut s'adapter», et c'est ça qui est dans la famille qui est un peu bizarre. Tu es l'enfant plus grand, le plus grand enfant dans ta famille. Non, non, je suis le dernier d'une fratrie de 5. J'ai 3 grands frères et une grande sœur. Donc, tes grands sœurs, grands frères, ils parlent vraiment couramment en vietnamien parce qu'ils ont parlé plus d'années vietnamien à la maison. Oui, mais mes frères et sœurs, ils parlent mieux que moi le vietnamien parce qu'eux, ils sont nés au Vietnam et ils savent lire également, écrire et lire. Tandis que moi, je sais juste parler, écrire, je sais pas écrire parce que j'ai jamais appris. Mais c'est surtout en fait la différence avec mes frères et sœurs, c'est qu'eux, ils ont tous eu un prénom vietnamien au départ. Et quand ils sont arrivés en France, mes parents, moi j'ai eu à ma naissance, j'ai eu qu'un seul prénom, c'est un prénom français, Valérie. Et tous mes frères et sœurs, ils avaient un prénom vietnamien à la naissance. Et quand ils sont venus en France, ils ont tous pris un prénom français. Ah, ok. Donc, quelle motivation? Ouais. Quelle raison? Je pense que c'était l'intégration. Je pense, moi, je me souviens dans mon histoire personnelle, je sais que mes parents, ils avaient demandé, ils voulaient un prénom français et ils savaient pas lequel. Ils avaient demandé à l'infirmière et l'infirmière, avait proposé Valérie. Et je pense qu'elle avait pas beaucoup d'idées non plus. À l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing, le Ah oui, président de la d'accord. République. C'est ainsi. Ok. Un jour, tes parents ont switché un peu la langue de la maison et tu savais pourquoi leur décision est changée? Je sais pas exactement, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont dû se dire, «Maintenant notre destin, c'est la France et on retournera jamais». Contrairement à d'autres communautés où, là, ils se disent: «Bon, bah, la France, c'est un passage et après on rentre au pays». Tandis que mes parents, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit: «On retournera plus jamais au Vietnam et on restera en France», et je pense que c'est peut-être à ce moment-là, ils ont dû switcher ou ils ont dû comprendre aussi que en parlant aussi après c'est moi qui suppute, hein. C'est peut-être qu'ils ont vu qu'en parlant le vietnamien à la maison, on avait des difficultés en langue à l'école. Moi, je sais que j'ai redoublé mon CP. Et donc j'ai appris le français qu'à l'école, donc c'est pour ça que j'ai redoublé mon CP.
D'accord, du coup, tu pas eu l'aide à la maison? L'aide, pour le devoir, Bah, ils avaient du mal déjà pour eux, aussi bien mes parents que mes frères et sœurs, hein, parce que mon frère aîné, il a 9 ans de plus que moi. D'accord. Et Là, il parlait français. Donc, il parle français alors. Ton frère qui est né 9 ans plus que toi, oui. mais Euh, quand il est arrivé en France, il savait pas parler français. Il a appris le français à 9 ans, lui. Mmh. Lui, il a appris le français à 9 ans. ok. Moi, j'ai appris le français, on va dire, quand je suis rentré en maternelle. En Avant, première, t'as pas bah, avant, on appris? parlait vietnamien à la maison. Moi, j'ai Mmh. pas souvenir. Mais pourtant, puis maternelle, tu utilises le français, donc du coup, le français est ta langue maternelle. Oui, c'est quasi comme ça. C'est à Quasi. l'école, mais en fait, c'est pas pareil parce qu'en fait, quand on apprend la première langue, moi, ma première langue, c'est le vietnamien. C'est celle Ah, que je parlais avec mes parents et mes frères et sœurs à la maison. mhm. Et quand j'ai parlé en français, c'était quand j'étais en maternelle. Et la maternelle en France, ça commence à 4, 5 ans. Ouais, Mmh. c'est un point assez intéressant en tout cas, parce que pour la plupart des gens, en fait, première langue, la première langue est la langue maternelle. Tu vois, un peu les différents vocabulaires dans la langue, française et vietnamien, par exemple. Comme tu as appris vietnamien quand tu étais tout petit, du coup, peut-être tu connais bien, les vocabulaires enfants, mais après tu connais pas les vocabulaires complexes. Oui. En fait, moi, je connaissais vraiment que le vocabulaire de la maison. Ouais, exactement. C'est des vocabulaires de la maison, mais elles ont pas demain aujourd'hui, je suis en entreprise, je pourrais pas parler en vietnamien, le vocabulaire de l'entreprise, et je me rappelle aussi, même aujourd'hui, hein, quand il y a des mots, vous pouvez nous entendre parler en vietnamien et d'un coup, il y a un vocabulaire qu'on connaît pas, on parle en français. Il y a le vocabulaire en français qui arrive, il y a un mot, Ah, ok, 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 oui, ça, c'est normal, oui. Et du coup, quand tu as commencé donc à apprendre français à maternelle et tu as senti, du coup, un manque de vocabulaire par rapport aux tes camarades en français? mais c'est clair que je voyais un clair décalage, hein, puisque déjà j'avais redoublé CP, donc j'avais du mal en langue et même en orthographe, tout ça, je pense que j'ai dû faire plus d'efforts les premières années. Tu as dû faire plus d'efforts pour rattraper tes camarades, oui. Oui, parce D'accord. que pour eux, c'était depuis leur naissance et ils parlaient français, Ouais, donc c'est vrai. Est-ce que tu peux parler plus aussi sur ton enfance quand tu as grandi, en lien avec ton identité, voilà, comment tu as commencé à remarquer que, voilà, que tu n'es pas blanc, donc voilà, cette différence est quand même importante. même dès la primaire, en fait, hein, quand on est enfant, moi, j'ai grandi à Meyzieu, une banlieue lyonnaise, dans 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 la et j'habitais dans un HLM, hein, et donc il y avait toutes les couleurs. Il y avait aussi bien des maghrébins que des personnes d'Afrique noire et des blancs et donc et des asiatiques aussi. Donc forcément, on faisait des plaisanteries. Donc à l'époque, c'était pas méchant, c'était des plaisanteries entre nous, entre enfants. En fait, entre enfants, c'est assez sans filtre. Enfant, c'est sans filtre, donc Pour toi, c'était plutôt multiethnique, c'est ça? ouais, Oui, c'était ok, ok. multiethnique, D'accord. au départ, pour moi, au départ, quand c'est des amis, en fait, ça dépend. En fait, on peut tout entendre, mais ça dépend de d'où ça vient. D'accord. Par exemple? Par exemple, on peut rigoler, sur les asiatiques entre asiatiques, mais ou avec des potes, quand on sait que derrière, il y a pas de racisme, il y a pas de méchanceté. En fait, c'est juste une blague. Et par contre, des gens qu'on connaît pas, forcément, on sait pas exactement derrière est-ce qu'il y a du racisme ou pas et en même temps Toi aussi, est-ce que tu as fait des plaisanteries sur tes amis? oui, oui, bah, clairement. Clairement, non, 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 ouais, clairement, il y a bien des plaisanteries, hein. Aujourd'hui, c'est plus politiquement correct. Aujourd'hui, ça Oui. se dit plus, mais j'en ai fait, je veux dire. Oui, tu as fait aussi. Il y avait d'autres asiatiques? Tu étais Heu, pas Dans seul? ta classe, par exemple? Déjà, tu as dans frères, sœurs et oui, oui, puis moi, en plus, j'habitais, à l'époque, j'avais mes cousins, cousines, le grand frère de ma mère, il habitait, sur le même palier. On habitait sur le même palier et donc j'avais tous mes cousins, cousines, j'avais mes frères et sœurs. Ça, c'est côté famille, mais après à l'école, j'avais un autre copain vietnamien qui s'appelait Vin, que je vois encore, hein. Je l'ai connu en primaire et là, on se voit encore. tu as grandi, déjà dans une diversité. Tout le monde, a parlé en français ou il y avait l'autre langue qui court, à côté de français?
Non, non, mais il y avait des gens qui parlaient, maghrébin, qui parlaient arabe entre eux, mais entre nous, on parlait vraiment, français. Mmh. Après des fois, il y a quelques termes, mais c'est vraiment français. D'accord. Et quand, peut-être quand précisément que tu t'es rendu compte que, en France, il y a ce problème de racisme en fonction de couleur de peau? Bah, en grandissant, c'était plutôt des blagues, plutôt je pense, j'ai dû remarquer, dès le collège, lycée, mais c'était des blagues, je le prenais encore, Mmh. au début on encaisse, on dit rien, voilà, on écoute, on dit: «C'est bon», hop, je passe à autre chose. Mmh. Mais après, c'est en ayant des enfants. Moi, j'ai 2 fils aujourd'hui, Anatole et Lucien, ils ont 9 ans et 12 ans. C'est à ce moment-là, plus que je me suis intéressé à mon identité. Avant d'avoir des enfants, pour moi, je voulais être français plus que français, Mmh. donc c'était très important et c'est en ayant des enfants, c'est plutôt l'héritage. C'est là où on se pose des questions parce qu'on sait que les questions, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quelle est leur histoire? Et ils veulent savoir. Mmh. Puisqu'ils ont un physique, qui n'est pas le physique du pays, qui est Mmh. pas la France, même si la France est unie, indivisible, mais multiculturelle. Donc c'était important que je m'intéresse un peu plus à l'Asie. En même temps, moi, il y avait une chose qui m'intéressait vraiment, c'était la politique Mmh. et en politique, il y avait pas de symbole, il y avait pas il y a je voyais pas d'élus, d'origine asiatique. Mmh. Même aujourd'hui, il y a eu quelques élus qui sont passés, mais ils ont eu un, 2 mandats, mais très peu. On peut en compter 4-5 Mmh. personnes, Mmh. mais aujourd'hui, exemple, en 2017, il y a eu 3 députés. Il y a eu Mmh. Stéphanie Do, d'origine vietnamienne, Bon Tan, d'origine, chinoise du Cambodge. Il y avait, Joachim Sanforget qui était d'origine coréenne, Mmh. député des étrangers. Mmh. Eux, ils sont plus élus aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule vraie élue d'origine asiatique, c'est Jeanne Dautzer, qui est maire du Oui. 8e arrondissement de Paris. Mmh. Après, vous avez quelques conseillers municipaux Mmh. conseillers municipaux dans des petites villes. Mmh. Mais aujourd'hui, exemple, à Paris, Mmh. quand vous prenez Paris, il y a Jeanne Dautzer au conseil de Paris. Sur 163 conseils de Paris, il n'y en a qu'une seule. Mmh. Pourtant, Paris, c'est la ville où, aujourd'hui, sur les 1 500 000 personnes en France d'origine asiatique, la majorité se trouve à Paris ou en Île-de-France. Plus de la moitié se trouve en Île-de-France. Et en gros, aujourd'hui, une personne sur 163 d'origine asiatique, Jeanne Dautzer, à Paris. On peut dire à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, aujourd'hui, je pourrais dire zéro Français d'origine asiatique, même si on sait que le responsable du Parti socialiste, sa mère est d'origine vietnamienne. Mais lui, en fait, aussi bien physiquement que lui, en fait, il n'a jamais revendiqué, il n'a jamais défendu non plus la communauté asiatique. Mmh. Et au Sénat, sur 319 sénateurs, il n'y en a aucune. Et aujourd'hui, sur les députés européens que la France envoie, 79 personnes qui sont députés européens, Mmh. aucune personne d'origine asiatique, C'est ça, française en d'origine fait, asiatique. c'est ce que j'ai remarqué comme différence entre la France ou un pays comme les États-Unis. Les États-Unis est un pays de migration, oui, tu suis en conscience, mais pourtant, aux États-Unis, la politique est un domaine très important pour les migrants, pour réaliser, en fait, je sais pas, leur insertion sociale. Par exemple, juste rien que parler pour les Coréens, il y a déjà plusieurs députés ou je sais pas, un sénateur d'origine coréenne aux États-Unis, je crois, même, voilà, représente plusieurs territoires, par exemple la Californie ou tout ça. Mais voilà, mais tout ça, c'est assez positif pour la communauté asiatique d'avoir un politicien voilà, qui pourrait les représenter en fait. Mais en France, comme on a vu que c'est pas forcément le cas, en fait, c'est un peu Mmh. ça. J'avoue que c'est très frustrant en fait. Ouais. Ce qui est vraiment frustrant, Mm. c'est clair que tous les enfants qui soient de n'importe quelle origine, faut qu'à un moment donné, ils disent: «C'est possible».
Donc, j'ai quelqu'un qui me ressemble et qui peut être élu. Et aujourd'hui, on l'a pas, cet exemple-là. Et la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, ils ont des quotas. Ils savent exactement en fait, les gens, ils disent ils sont plutôt d'origine africaine, plutôt origine asiatique ou origine sud-américaine. Oui. Tandis qu'en France, on n'a pas voulu ouvrir cette boîte de Pandore parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est ça, en fait, qui... Moi non plus, je suis pas totalement... Aujourd'hui, je suis pas tellement sûr qu'ils fassent avoir des statistiques ethniques. Mais si on n'a pas de chiffres, on n'est pas sûr des faits. On n'est pas sûr du fait, donc on ne peut pas avancer. Et donc, aujourd'hui, il y a les chercheurs qui peuvent dire par rapport aux parents ou arrière-grands-parents. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir des communautés, ils sont 4e, 5e génération en France. Mais en fait, les gens, ils ne veulent pas savoir. Vous êtes 4e, 5e génération. Ils voient votre visage, ils font tout de suite leur idée, ils essaient de vous mettre dans une case. Ah oui. Et donc c'est ça, en fait, qui est difficile aujourd'hui. Donc, les statistiques ethniques sur la naissance des parents, des arrière-grands-parents, il y aura des limites parce que maintenant, il y a des communautés qui sont là depuis très, très longtemps. Même la communauté asiatique, on est là depuis plus d'un siècle. Donc, à un moment donné, ce qui compte, c'est le visage des gens. Et moi où j'ai trouvé le manque d'hommes et de femmes politiques d'origine asiatique, c'était lors de tout ce qui est attaque racisme, où aucun politique n'est monté au créneau, même pas les élus d'origine asiatique. Et moi, je trouvais ça encore plus triste parce que je pense qu'ils ont intériorisé qu'il fallait pas faire de vagues, il fallait pas monter au créneau, et que s'ils montaient au créneau, peut-être on aurait dit « Ah, bah c'est suspect ». Vous voyez ? Aujourd'hui, ils n'osent pas, donc ils ne sont pas montés au créneau, et aucun autre élu n'est monté au créneau. Alors, est-ce qu'on peut dire que la communauté asiatique, elle intègre en France? On peut dire oui et non. Moi, où je suis sûr aujourd'hui, je ne peux pas dire à 100% qu'on a intégré. On est toléré. Moi, je vais utiliser le mot toléré plutôt. On est plutôt toléré en France, puisque la police ne nous arrête pas. Je veux dire, on n'a pas des contrôles aux faciès par rapport à d'autres communautés. Ne nous fouille pas, quoi. On a de la chance sur ça. En termes d'emploi, on est embauché, on a des facilités. En termes d'études, on a de la chance, c'est que on réussit assez bien. En même temps, l'école, c'est quelque chose de très important dans nos esprits, dans notre éducation. Donc, mais aujourd'hui, on nous tolère. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on est toléré. On est peut-être invisible aussi. Parce que 1 500 000 personnes qui existent, qui travaillent en France, qui vivent en France, qui ont des métiers qui peuvent être éboueurs. On a des gens qui sont éboueurs, des gens qui sont médecins, des gens qui sont enseignants, des artistes, des cadres en finance, des cadres moi, je travaille à la SNCF, vous voyez, dans le service public. On est partout, mais en même temps, on est invisible. On est partout et nulle part, puisqu'on est invisible et on est un peu toléré. Donc, je pense que jusqu'à très longtemps, je n'arrivais pas à dire oh, on est intégré, c'est bien, parce que voilà. Mais je pense qu'on a un plafond de verre aussi. Aujourd'hui, on est toléré, on a un plafond de verre. Et ce plafond de verre, c'est le plafond de verre en politique. Déjà, ça, je pense on peut dire c'est factuel. Ce qui était marrant, c'est que j'avais posé la question à un député récemment, il y a quelques mois. Je lui dis, à ton avis, pourquoi il n'y a pas de Français d'origine asiatique en France élus? Est-ce que c'est que les Français ne sont pas prêts à voter pour un Français d'origine asiatique, ou est-ce que c'est les partis politiques qui ne sont pas prêts à donner une investiture? Et des fois, je me pose aussi la question, est-ce que les partis politiques ne sont pas plus conservateurs que les citoyens lambda? Est-ce que les partis politiques, ils sont bien conservateurs et même s'ils parlent de diversité, hein, ils en parlent, hein, surtout à gauche. Moi, je suis... Ce qui est marrant, c'est que moi, dans ma famille, j'ai grandi dans une famille de droite qui votait à droite. Par contre, moi, je suis à gauche. Moi, j'ai vu la chance que... J'ai eu la chance parce qu'on est parti de zéro.
et j'ai vu l'intérêt de la redistribution de l'école gratuite, euh, de toutes les aides, parce que je peux dire qu'on a vécu sur les aides aussi. Les allocations familiales, les bourses. Moi, j'étais boursier, donc je suis de gauche. Mais la gauche, moi, aujourd'hui, où je regrette, je les entends beaucoup parler de la diversité, Mm. mais quand il y a des investitures, il n'y a plus de diversité chez eux. On n'en peut pas. On entend. Par Mm. contre, à droite, en fait, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est aussi constater factuellement qu'à droite, ils parlent moins de diversité, mais ils laissent plus de place aux gens de la diversité. Oui, c'est mondial. Oui. Et ça, j'espère qu'il y aura des responsables politiques qui vont entendre ce podcast, de gauche surtout, et se poser vraiment la question, est-ce qu'eux, ils sont conservateurs? Est-ce qu'ils arriveront un jour à associer les actes à leurs paroles à leurs actes? Tu penses peut-être les Asiatiques ou les gens de couleur, ils s'intéressent pas peut-être à la politique? Moins? Moi, je pense qu'ils s'intéressent beaucoup, mais qu'aujourd'hui, les portes sont fermées. Moi, je me souviens à l'époque, avant qu'ils mettent en place les quotas, en France, la parité. Avant qu'ils mettent en place la parité dans les partis politiques, c'était des partis où il n'y avait que des hommes. Et le jour où il y a eu des parités, on savait que sur les listes, scrutin de liste, au municipal, au régional, et c'est là où ça fait un afflux. Les femmes, ils ont dit, et là, c'est tous les partis politiques qui sont allés, même allés chercher les candidates, parce qu'ils n'avaient pas de candidates. Ils étaient obligés de mettre un homme ou une femme, mais eux, plutôt, à l'époque, c'était je mets un homme en premier, je mets une femme, après un homme. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher des femmes. C'était une bonne loi, la parité. Et un jour, là, j'ai rigolé récemment avec un pote. Je lui ai dit, la parité, ça servit les femmes, mais je pense que maintenant, ça va protéger les hommes. Parce que grâce à la parité, il y aura des hommes en politique qui vont continuer. Ben, en tout cas, concernant nous, les Asiatiques, pourquoi cette invisibilité, pourquoi cette difficulté à l'accès à la politique? Moi, je pense que parce qu'on fait moins de vagues. On est une communauté qui faisons moins de vagues. Clairement, je veux dire, pour nous, pour eux, on est intégrés, donc Toléré. après, tolérés. Pour emprunter ton Ouais, vocabulaire, ouais. oui. On est tolérés. Et donc, pour eux, je pense que tant que nous, on ne prendra pas les codes, parce que moi, je suis dans les associations asiatiques. Hein, je suis vice-président du conseil Oui, représentatif des associations asiatiques on de va France. revenir là-dessus. Et là, clairement, on voit, il y a deux écoles. Il y a les écoles des anciens qui disent pas de vagues. Et les plus jeunes, là, ils disent qui sont nés en France, qui ont les codes et qui ils connaissent les réseaux sociaux. Donc là, ils vont à fond, mais c'est bien. Moi, je suis entre les deux. Moi, je suis entre les deux écoles. Je suis la génération intermédiaire. Justement, parlons de la première vague, pas de première école, pardon, première école, pas de vague. Est-ce que ce remarque, est-ce que ça a un lien avec la culture, la valeur asiatique, c'est-à-dire la valeur confucéenne, c'est-à-dire, ben, je sais pas, mais stéréotypé un peu en Occident, en tout cas, il faut être réservé, voilà, il faut pas trop en parler, en mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça peut-être qui empêcherait aux personnes asiatiques, surtout primo-arrivants, de se parler, de réclamer quelque chose? Mais moi, je pense que les primo-arrivants, comme mes parents, hein, ils étaient primo-arrivants. Hein, la première chose, c'est comment se nourrir. Je veux dire, avant d'avoir la parole politique, c'est déjà la survie. Survivre. C'est vraiment la survie. C'est comment je survis, comment mes enfants, comment je vais les éduquer, comment les enfants, comment je peux faire pour qu'ils réussissent, mes enfants. Parce que, en fait, la première génération, c'est toujours un peu la génération sacrifiée. Quoi qu'on dise, c'est la première génération sacrifiée qui arrive, même s'ils ont fait des études. Moi, j'avais un oncle qui était en deuxième année de médecine au Vietnam. Quand elle arrivait en France, il est reparti faire un BEP en électricité. Et nous vivons cette vie, en fait, nous sommes parce que nous sommes Oui. première génération. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça va s'accélérer, ça.
Mais la première génération, ce qui est triste, c'est que c'est la génération sacrifiée. Il y a une génération, en fait, il y a toujours une génération qui sacrifie, qui crée des bonnes bases, une bonne fondation pour les enfants derrière. Et là, vous voyez souvent la deuxième génération, parfaitement réussie à l'école, cadre, et j'espère que dans la 3e, 4e génération, on aura des dirigeants, des Ah oui, leaders. le président de la République ou un premier ministre. Ah ouais, Pourquoi pas? le ministre du gouvernement, oui. Mais vous voyez, quand Oui, quand quand on parlait tout à l'heure oui, dans les stéréotypes, hein, oui. les stéréotypes aussi, c'est dire, on est des bons soldats. C'est un peu ça. C'est-à-dire les Asiatiques sont assez bons soldats, ils écoutent, ils sont disciplinés, ils disent rien. Donc c'est-à-dire ils ont pas de leadership, donc ils peuvent pas embarquer les hommes, ils peuvent pas dire: «Allez, on Ah, y tu va» veux dire, tu penses et ça? Oui. Ah ouais, bon, c'est pas tu penses, mais en tout cas, oui, ça c'est ce on entend assez souvent. c'est ce qu'on entend un peu souvent, mais moi je vois dans les entreprises françaises, même dans les très grands groupes, hein, aujourd'hui, heu, il y a encore un plafond de verre. Parce qu'exemple, moi je suis aussi membre du club 21e siècle. Le club de 21e siècle, les gens, ils sont tous surdiplômés des plus grandes écoles de France. Mais à un moment donné, on a tous issus de la diversité, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est le plafond de verre. Tout à Exemple, fait. moi, je vois dans des entreprises où il y a énormément de cadres de la diversité, parce qu'en fait, on arrive au cadre dans une entreprise grâce à notre diplôme. Donc, bac+5, école d'ingénieur, école de commerce, doctorat. Mais après, derrière, il y a une sorte de, pour passer à l'étape supérieure que cadre, pour passer cadre sup ou cadre dirigeant, c'est une sorte de cooptation. Donc là, à ce moment-là, il y a une autre barrière qui est non dit et qui est pas factuelle. Tandis qu'au cadre, c'est on arrive avec le diplôme, on a montré qu'on savait étudier, qu'on est sorti des grandes écoles, on a notre place. Mais après, au-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire. Donc en tant que personne asiatique, c'est-à-dire que toi tu sens le plafond vert en ce moment? Moi aujourd'hui, je sens le plafond de verre à double titre, hein. Aussi bien professionnel, où je vois, très peu de gens de la diversité, même surdiplômés, hein. Moi, je suis diplômé des ponts et chaussées, qui passent pas le plafond de cadre sup ou cadre dirigeant parce que, on sait pas quoi, on sait pas. Il y a toujours une raison. Ouais. Et en politique, surtout en politique, c'est pour changer les choses et en politique, c'est les investitures. Les investitures, ça se fait par les partis politiques et les partis politiques, aujourd'hui, je pense que même les partis, de gauche, elles sont conservatrices. Quoi qu'on dise, dans leur pratique, dans leur discours, elles se servent de la diversité. Elles disent, «Moi, j'ai le cœur sur le cœur, j'ai la main sur le cœur, je défends la diversité», mais dans les faits, quand il y a des investitures là, les gens de la diversité, ils n'existent plus, ils sont invisibles. Donc après je parle pas que de la communauté asiatique, hein, dans la diversité, je parle de toutes les diversités. Aussi bien, des gens handicapés, des gens, homosexuels, des gens, d'origine maghrébine, d'origine africaine, mais ça, c'est au global, je veux dire, on a un com je pense qu'il y a la communauté asiatique, il y a un combat en commun avec toutes les autres communautés, toutes les diversités. Bien sûr. Et tu as mentionné un peu, la communauté asiatique, peut-être, on n'est pas très active, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Et tu penses que c'est en quelle région que la communauté asiatique ne réagit pas beaucoup? C'est plutôt parce qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école Pas de Vague, ça, c'est les anciens. En fait, je pense qu'on est toujours, torturé entre on accélère et on freine. On accélère, on freine et finalement ça fait pas un mouvement franc et donc on ne reconnaisse pas comme tel. Mais, je après, je me dis aussi: «Est-ce que c'est un problème parce qu'ils nous connaissent pas, les Français, au global?» Est-ce que les citoyens français lambda, est-ce qu'ils connaissent assez bien la communauté asiatique? Moi, j'espère que cette année, en 2023, c'est l'année, où il va se passer beaucoup de choses puisque au musée de l'immigration, il y aura, une exposition sur la communauté asiatique. Moi, je suis en train de travailler sur un colloque également, en même temps, en parallèle.
On avait parlé avec Pascal Blanchard, pourquoi pas travailler aussi sur un documentaire à l'instar de Noirs de France, Asiatiques de France. Ouais, c'est en fait, c'est mieux se connaître, mieux se présenter, hein. C'est mieux se présenter, mieux se connaître et ils vont voir parfaitement que les Français d'origine asiatique, avant d'être un Français d'origine asiatique, c'est un Français. Oui, c'est vrai. Et puis, en fait, pour les primo-arrivants comme nous, en fait, comment nous pouvons avoir notre argument, en fait, parce qu'on est, nous, avant d'être asiatique en France, on n'est pas français Oui, encore. on n'est pas français. Ouais, Oui, mais vous êtes Français de cœur, pas de français de papier, cœur. Ah oui, pas 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 papier, pas pas encore de papier. pas grand papier, mais on a choisi la France, en fait, pour vivre. En fait, c'est déjà un choix. C'est notre cœur pour la France, c'est vrai, ça aussi. C'est un Oui, choix raisonné, un oui, choix de oui, cœur et oui. je pense que ça a plus de prix qu'un que français de papier ou de sang. Exactement, Parce que de sang, en fait, ils choisissent pas. En exactement. fait, ils se disent, «Bon, bah, je suis Oui, né français, je suis français». ça s'est donné, quoi. Ouais, c'est Mm. C'est clair. donné, En fait, choisir, c'est parfois on oublie comment c'est important de notre acte de choisir, mais je pense que ça vaut le même valeur que on a obtenu naturellement. Nous, on a choisi. Peut-être ça a plus de voix par rapport à quelqu'un qui a eu ça un peu par hasard. Tu es 12e génération et comment, c'est quoi tes visions sur tes parents ou des primo-arrivants comme nous? Tu nous vois, on pourrait être, peut-être français ou on peut vraiment participer, on peut militer, sur ce sujet ou non? moi, je pense que vous, par rapport à mes parents, il y a une très grosse différence, c'est que vous parlez très bien français. Moi, mes parents, moi, Oui, j'ai 46 ans, oui. mes parents, ils sont arrivés il y a 46 ans. Aujourd'hui, ils parlent français, mais il y a beaucoup d'accent et c'est moins fluide que vous, largement moins fluide que vous. Donc Mm. et je pense que mes parents, ils étaient largement moins diplômés que vous. Vous et donc c'est ça, en fait, et hem et je pense que la France est plus cosmopolite aujourd'hui. Je veux dire 46 ans, pratiquement 50 ans après, la différence entre mes parents et vous, c'est que vous êtes arrivés, vous voyez ce que vous faites là, c'est super bien. C'est l'intégration, c'est savoir, c'est aussi montrer qui nous sommes. C'est un peu ça. C'est montrer, Mm. qui nous sommes, la communauté asiatique, qu'on ait une nationalité française ou pas, mais qui vivons en France et qui respectons les lois de la France. La France, liberté, égalité, fraternité, les valeurs qui est, et moi je pense que de toute façon vous êtes, sur la très, très, très bonne voie. Vous vous intégrez très, très rapidement. Très grande vitesse. Oui, ça Oui, c'est ça vrai. ça, on peut pas nier aussi ce côté-là. On est par rapport à qu'il y a 46 ans, où vos parents étaient premiers venus en France. Vous savez, on est dans un peu c'est plutôt plus, diverses, même si on a encore très loin comme chemin à faire. Mais voilà, c'est vrai, heu, on parle bien français également et Oui, puis et aussi la voilà. question de Mmh. moyens, quand Mmh. tu as dit qu'avant, la génération un peu au-dessus de nous, parce qu'ils étaient plutôt sur le survécu, nous, nous aussi en fait. Nous aussi, mais en fait, j'ai étudié, du coup, j'ai étudié à l'école de l'art, l'école d'art en France, du coup, ça m'a aidé d'apprendre la culture française et améliorer la langue. Mais Diego, il se débrouille super bien, même si il n'était pas dans l'école, l'université. Mais certainement, il parle, mais vraiment couramment, impressionnamment, et il pratique du coup son travail aussi, traducteur, tout Merci ça. Mona. Mais C'est en fait, oui, effectivement, en fait, bon, c'est vrai, tu as fait beaucoup d'efforts, même si c'est un peu, prétentieux de ma part de dire comme ça, mais en fait, heu, tu aussi tu peux pas nier que tu suis très doué en langue, C'est quand même très la France est quand même un pays,
quand je suis venu, était un pays, quand je suis venu en 2013, était un pays déjà très cosmopolite. Donc, en fait, à cet aspect-là, en fait, j'avais pas énormément de difficultés pour acquérir, en tout cas, minimum de niveau de langue pour me débrouiller ici. En fait, du coup, voilà, j'ai pas eu trop de difficultés là-dessus. Peut-être cet aspect-là, en fait, il y a une différence entre la génération de tes parents et nous, j'estime. Hein. Mm. Et ils sont comment tes enfants? Les enfants s'identifient une personne asiatique, Oui, mes enfants, ils sont métis parce que métisse. leur mère, elle est franco-suisse. Elle a les yeux clairs et les cheveux clairs. Mes enfants, eux, par contre, ils sont métis, mais ils ont les traits asiatiques également. Donc, en fait, à l'école, on sait qu'ils sont asiatiques. Ah, mais ils sont contents, hein. Ils sont très, très contents, hein. S'ils devaient choisir, et ils sont tout contents. Ils disent: «Bah, moi, je suis asiatique», ça fait crier un peu, leur mère parce que ils ont les 2 noms de famille, Vion-Metzger, parce que leur mère, elle s'appelle Metzger. Et eux, ils disent, «Non, je m'appelle, Lucien Viong ou Anatole Viong». Mais ils veulent pas mettre leur 2e nom de famille. Mm. Hmm. Eux, là, ils sont dans la phase où ils sont fiers d'être asiatiques. Mm. Je les ai mis, pour pas qu'ils perdent les racines, je les ai mis au Viet Vo Dao DLCP, un art martial vietnamien. Mon grand surtout, il est à fond sur les mangas. C'est vraiment par la culture, il rentre D'accord. par cette culture-là. Donc, tu veux transférer votre racine familiale qui est asiatique à tes futures générations par tes enfants, c'est ça? Oui, Mm. mais moi, mon grand regret, c'est que je parle pas assez bien vietnamien et en fait, je leur ai toujours parlé en français à la maison. Donc eux, ils parlent pas vietnamien du tout. Ah, ok. Les seuls moments où ils entendent du vietnamien, c'est quand je parle Mm. avec ma mère, quand j'appelle ma mère au téléphone, on se parle en vietnamien ou avec mes frères et sœurs, les oncles et tantes, de mes enfants, qui est mes frères et sœurs. On parle, moitié vietnamien, moitié français et là, ils entendent mais je pense que c'est un de mes grands regrets et peut-être un des reproches qu'ils vont me faire, tôt ou tard, c'est ne pas avoir, transmis la langue. Mm. Et toi, tu penses avoir deux cultures? Mm. Oui, clairement. D'accord. Je pense que après, on va rentrer dans les stéréotypes, hein. J'ai peut-être le premier côté réservé, côté asiatique à premier abord, côté réservé, sérieux, et nous, on respecte énormément nos aînés. Pour nous, les aînés, les vieilles personnes, c'est des personnes qui enseignent, qui ont une histoire, qui ont une mémoire vivante. Contrairement aux occidentaux qui considèrent pas que c'est des mémoires vivantes, quand les personnes ne sont plus aux manettes. Côté français, c'est que des fois, je suis ronchon si, mais Mm, mm, non, mm. non, mais c'est le côté français. Je pense aussi, Oui, c'est pas si systématique en fait, non, non, c'est le respect envers des anciens en fait, des aînés en fait en France. Hein. Oui, on a des respects aussi en France pour les aînés, mais c'est pas si systématique en fait. C'est que non. c'est ça. Moi, je Mm. considère, vous voyez, nous, c'est plutôt, exemple, ma mère, elle vit avec ma sœur. Mes parents sont séparés. En fait, il y a toujours un des enfants qui s'occupe des parents. Tandis que, après ça peut scandaliser, hein, les gens qui vont entendre là, mais les histoires d'orphéas ou les maisons de retraite où les personnes ils sont maltraités dans les maisons de retraite, c'est qu'à un moment donné, les familles, elles ont aussi leur part de responsabilité. C'est qu'on devient dans une société individualiste. C'est qu'avant de dire «je», c'est «nous». Et c'est ça, je pense que c'est ça le décalage entre, ma double culture, c'est la culture du «nous» et après en étant français, être né en France occidentale, Mm. c'est le «je». Oui, c'est ça. C'est moi j'ai été «nous» avant «je». Bona et moi, on est très familiers avec ce concept parce que valeur asiatique, c'est représenté par valeur collective hein, et valeur occidentale, c'est symbolisé par la valeur individualiste. Ouais.
entre collectif et individualiste. Après, ça veut dire Voilà. pas on est d'accord avec ça, hein. Ça veut dire pas non plus On aime ça. on voudrait voilà, vivre en tant que collectiviste. C'est surtout contraire, c'est ce qu'on trompe, je pense, on se trompe quand on rencontre, parce qu'on est asiatique, d'origine sud-coréenne, du coup, on essaye de chercher du coup les traces de culture asiatique, mais enfin, si ça nous conviendrait aussi bien, peut-être on resterait toujours là-bas. C'est un peu parce que ça nous a pas très plu, du coup. C'est une des raisons pour laquelle on est venu peut-être en France. Et puis, j'aimerais aussi questionner toi, comme tu dis que on te perçoit asiatique et sûrement tu rencontres des mots ou des moqueries parce que tu es asiatique, peut-être par hasard, maintenant peut-être un peu moins. Mais quand tu étais enfant, et cetera, est-ce que tu as développé une astuce pour éviter ce genre de situation ou comment tu t'en sors? Non, maintenant, en ayant 46 ans, on se moque un peu moins de moi en frontal. Exactement. Mais De toute avant, façon, par contre, le côté asiatique, c'est que, la première question, c'est, d'où tu viens? Pour eux, c'est toujours, «Je viens d'ailleurs», quoi, c'est pour eux, ils vont se dire, je vais dire: «Je suis vietnamien, machin», mais moi, j'aime bien de leur dire moi, ma réponse préférée, c'est, «Je viens de Troyes, je suis né à Troyes, dans l'Aube». «Mais tu viens d'où?» Après, j'ai passé ma vie à Lyon, j'ai grandi à Lyon. «Mais tu viens d'où?» Après, maintenant, j'habite à Paris. Et en fait, tant que je leur dis pas un pays d'origine asiatique, de quelque part, ça les énerve. Et c'est ça qui est marrant. C'est les laisser poser des questions jusqu'au moment où ils disent: «Alors, t'es de quelle origine? Dis-moi». Et vraiment, dis-moi. Moi aussi, en fait, tu provoques même un contre-moquerie. Par exemple, si quelqu'un me dit que ah, tu viens d'où, en fait? Ah, bon, Corée du Sud. Ah oui, d'accord, tu étais sûr que tu étais coréen. Et puis là, tu lui demandes, tu viens de toi. Et il dit, bon, je suis né en France. Mais oui, mais tes parents, mes parents sont français, mais oui, mais ton peuple, il vient d'où en fait? Bon, il va remonter jusqu'à ah peut-être ma grande famille ou je sais pas, elle vient de l'Angleterre. Ah bah, je suis sûr que tu sûr que tu anglais. Ouais, bah, mais tu vois ce genre de remarques, donc en fait, ça peut aussi marcher aussi ouais, dans ouais. l'autre sens. Mmh. C'est ça. Quand on me demande, oh, ça dépend de l'humour. Parfois, je suis fatiguée et du coup, je donne la réponse directement, mais parfois aussi, je dis: «Et quelle Corée?» C'est la question, 90%. Dans ce cas-là, j'étais un peu j'ai dit que le côté du nord. J'ai un peu menti et j'ai réussi d'avoir plusieurs personnes. Tu penses que dans l'avenir, il y aura plus en plus de politiciens asiatiques? Bah, je fais en sorte pour. Donc on va pousser, on va pousser, on va pousser les portes, tous les partis politiques, on va leur montrer, on va leur démontrer que, on a des compétences, on a des idées, on veut faire bouger la France, qu'à un moment donné, elles soient un peu moins conservatrices et qu'elles ouvrent les portes. De toute façon, 1 500 000 personnes, c'est 1 500 000 votes. Tu as dit, la dernière fois, tu travailles pour 10 associations au moins, non? Ah oui, oui, je suis membre dans pas mal Membre? d'associations qui m'intéressent, où je m'engage plus ou moins. Il y a des associations où j'ai des vraies responsabilités comme vice-président, où je suis délégué, sur des territoires comme l'association des membres de l'Ordre national du mérite. Après des associations, où je suis un peu moins présent, mais où je soutiens donc dans les associations vietnamiennes notamment, où là je soutiens vraiment c'est pour ça que je suis présent. Mais après, je pense que de toute façon l'intégration, ça passe aussi par les actions, par être présent dans les associations et après ces associations, il faut qu'elles soient présentes, sur des actions concrètes je pense que là, le travail qu'on est en train de faire, sur peut-être un colloque en septembre, octobre, en automne 2023, en parallèle avec, l'exposition au musée des migrations, dans le 12e arrondissement, ça fera mettre en lumière plus, les 1 500 000 invisibles. J'espère qu'un jour, mon espoir, c'est que je puisse voir qu'on soit plus toléré, mais qu'on soit intégré.
Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, tolérer. Oh, mais je sais pas si j'aime cette mot tolérer. 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 On peut utiliser Ouais, autre mot. ouais, parce Mm. que jusqu'à la tolérance, c'est positif, cette tolérance. Je sais pas. Hmm. Oui, C'est plutôt ils nous oublient, non? Non, tolérer, c'est vas-y, tu peux t'asseoir à côté de moi, mais intégrer, c'est on parle ensemble. Tolérer, c'est vas-y, tu t'assois, moi je te parle pas. Oui, oui, exactement. exactement. C'est un peu ça, Oui, oui. oui, c'est C'est ça. C'est dans un sens Oui, oui, un on peu peut. illat- Ouais, comment dire, unilatéral, non? ils nous laissent juste Oui, une place, mais enfin, dans les conditions qu'on prend pas trop de place. oui, clairement. Donc, enfin, Non, mais ça va changer avec le temps, hein. Faut oui. que les Mm. mentalités changent. Après, je pense que les métissages, ça change, ça va faire changer aussi les mentalités. C'est-à-dire que en France, je pense que il y a de plus en plus de couples mixtes. Moi, je sais, dans ma famille, on est sur les 5, on est tous en couple mixte. c'est bien d'avoir cette mixité. On a fait une bonne heure voilà, de discussion avec, entre nous, hein, voilà, donc j'espère que ça va créer en tout cas encore, encore des mouvements, en tout cas des personnes concernées, asiatiques, qui veulent changer la donne. Voilà. Puis pour la politique aussi, hein, voilà, on va vraiment étroitement coopérer avec toi aussi, Valérie, ouais, pour changer la donne. Merci d'avoir été avec nous. Oui, Oui, merci d'être avec nous. Est-ce que mm, tu as une dernière chose à dire au oui, podcast? oui, pour conclure, Hmm. voilà, sinon. Ouais. Moi, c'est plutôt vous Oui, remercier, hein. Merci Mona, merci Diego pour m'avoir donné cette heure de visibilité à notre communauté asiatique de France. Je pense que c'est votre travail, il est indispensable. Là, vous travaillez pas pour vous, vous travaillez pour toute une communauté, pour 1 500 000 personnes, pour donner de la visibilité. C'est aussi ouvrir l'esprit à tous nos concitoyens français. J'espère aussi à nos responsables politiques, à tous les décideurs. J'espère qu'ils entendront les podcasts. Je suis persuadé qu'ils vont en écouter certains et que ça va faire avancer, ça va faire avancer notre intégration. Et que le jour où je suis élu ou si je suis ministre, je vous invite, hein. très chouette. Ouais, c'est pour ça on a lancé ce podcast. Hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Bon, voilà, j'espère que notre voix a touché beaucoup de monde. Bon, merci d'avoir été avec nous. Voilà, voilà. Bon, cet épisode est terminé. Merci d'être avec nous. Merci. Merci Valérie. Merci Valérie.